Good afternoon, everyone. I'm Arlinda Rodrigues from Cape Verde Islands in the West Africa. I'm honored to be here today in the third AMNET conference. My talk is about how firms in Cape Verde in the tourism sector are dealing with the COVID-19 pandemic. I can say that is a study in progress, so I just bring some previous results for this conference. Please, the other slide. Hello? Yes, the outline, basically, I'm going to present the main objectives, the methodology, and some previous results, as I said, a brief about the Cape Verde's economic performance before the pandemic, some government policies which are being taken to reinforce firms' resilience and the impacts on tourism, and also some strategies the firms are using to solve the problems during the pandemic. Yes. Next. Cape Verde is located in the sub-Saharan Africa region. Is a small country with 4,033 square kilometers and 500,000 people in population. The country has an economy strongly dependent on the outside, especially on tourism, that accounts for around 25% of its GDP. And also we have an important role played by the remittances from diaspora, because the country has more people living abroad than nationally. As a small island developing state with an economy vulnerable, the COVID-19 pandemic has been affected deeply the country. Yes, here we have some information about Cape Verde. Well, the name is officially the Republic of Cape Verde, or simply Cape Verde. The capital is Praia, located in Santiago Islands in the south. The country is formed by 10 islands, being one inhabited, because it's an environmental protected area. We have a democracy stable, which is an example in the region since 1991. The currency is Cape Verdean escudos, pegged to euro. It shows that we have good relations with Europe. Europe is our main trade partner. The country is a middle-income country. This study, the main objectives of this study is to discuss the measures and policies being adopted by the government in order to reinforce firm resilience and employee dynamism in this pandemic context. We present some strategies to show how the firms, especially the ones operating in tourism sector, are adjusting their operations to this new environment. Yes. The methodology is qualitative. We base it on documental analysis, second-hand data from official sources, mainly the National Bureau of Statistics, and some interviews done to the managers in the tourism enterprises. Here,
Before the COVID-19 pandemic, the Cape Verdean economy was having a good performance somehow, although we have periods of crisis like the 2008 financial crisis affected deeply the country, but from 2015 the economy started to recover, and in 2019 the GDP had a growth of 5.5%. For 2020, it was expecting the GDP to grow around 5%, but unfortunately, the COVID came, and then we had a negative growth in around 4%. Yes, we can go to the next one. Thanks. In this pandemic context, to protect the enterprises, the government launched some credit lines with flexibility in tax paying, to allow the firms to deal with the slow in their operations. The central bank placed at the disposal of the financial system a financing line of more than 400 million euros. It's still available to help the companies in this time. Next one. Also, the Social Security launched some measures to protect jobs, mostly layoffs, and some firms whose results dropped at least 30% comparing to the equal period of last year, 2019, they were exempt from payment of taxes contributions. As I said before, tourism and related industries represents 25% of Cape Verde's GDP. So the country is very dependent on tourism. And with this pandemic, around 83% of the firms closed temporarily because we had no connections with other countries, no flights. And the companies, they had to close the operations. Some few continue operating, mainly restaurants, and during the period they have to use some strategies to survive. And in this scenario, they started to try some innovations, to be more creative, and to adjust their supply to the local consumers, the local people. It's very difficult because most of the clients were tourists, and now they have to shift their supply to locals. We can go to the next, please, the next slide. And so they try new distribution methods, like everywhere, the takeaway method. They have to use layoff because as they slow operations, they didn't need all the employees working normally. They had to, as I said, adjust the supply to the local consumers, like using traditional dishes. They had to change basically the way they operate. And in the interviews we made, some of the operators, they felt very sad because all the infrastructure they have was
not working. The hotels closed, the restaurants closed, and the effects in the business is negative. Is very complicated for them to recover from this problem. But now the country is reopening again for tourism. Two islands, mainly Sal and Boa Vista, started to receive tourists, and we think that in this year, 2021, this sector will start to have good results as 2019. In 2019, the country received around 820,000 tourists. Next. As a final remarks, I can say that although the government of Cape Verde had launched some measures to help private sector, these measures are not enough to keep the firms alive. They should find their own way to solve the problems as long as this pandemic is still going on and we have no provision on when it will finish. So the firms, they have to diversify their business. They need to continue innovation to be effective to survive this scenario. Thank you very much. Thank you very much, Arlinda. Now, as we are on time, I would like to invite the second presenter of today, which is Zakaria Venani. Please, Zakaria, could you share your screen? Bonjour. Okay, now Bonjour. you can do it, Venani. Please try now to share your screen. Yes, okay. Great. Now we will see your screen. Okay. We see your screen, but please open your presentation. Yes. C'est bon, c'est activé? Maintenant, c'est ça. S'il vous plaît, présentez maintenant. Voilà, oui. Très bien. Merci. Est-ce que c'est visible dans votre écran? C'est visible, mais vous devez changer pour la présentation l'option de full screen. Ok. Maintenant, nous voyons un autre écran, s'il vous plaît. C'est bon, c'est en mode... C'est ça, c'est la présentation. Et maintenant, vous devez activer le presentation mode. Ok, bon. c'est ça, merci. C'est bon, bien. merci. Alors, merci pour le comité d'organisation pour cette opportunité qui concerne les débats entre les pays du Sud et les pays du Nord autour de plusieurs problématiques, à savoir des problématiques qui concernent l'ensemble des questions
qu'on peut soulever ensemble les chercheurs dans plusieurs disciplines. Aujourd'hui, je vais présenter avec ma collègue Adra Jafar un thème qui est très intéressant et qui concerne l'innovation. Cette présentation est intitulée l'Open Innovation, une nouvelle approche pour l'intégration des entreprises en Afrique. Je commencerai par parler un tout petit peu de l'innovation. Et bien évidemment, comme vous le savez, l'innovation est l'une des disciplines les plus importantes, l'une des politiques économiques que les États doivent concevoir afin de garantir leur pérennité, leur durabilité et la durabilité aussi de leurs entreprises. Toutes les parties prenantes, à savoir les États, les pouvoirs publics bien évidemment, les entreprises, les centres de recherche, l'université a une grande importance par rapport à la question de l'innovation. Bon, je cède la parole à ma collègue pour parler un tout petit peu de l'importance de l'innovation et sa caractéristique par rapport à la question de l'importance de cette innovation dans les politiques économiques. Je cède la parole à ma collègue. Bonjour, je suis Adra Jafar, ravie de participer avec vous dans cette table ronde. Donc, ce que je dirais concernant l'innovation, c'est que les politiques publiques de tous les pays, surtout développés, ils accordent une place qui est très, très importante. C'est une place qui est centrale à l'innovation dans leur stratégie de développement. Donc, on remarque que les investissements sont de plus en plus importants, les investissements des États et des grandes entreprises dans les travaux de recherche et développement. Selon la Banque mondiale, les financements de la recherche et développement par rapport au PIB, précisément en 2015, était concernant les États-Unis, 2,79%, équivaut à 521 milliards de dollars, la Chine 2,06%, le Japon 3,28%, et j'en cite. Là, c'est les entreprises ayant les plus importantes dépenses en recherche et développement, en milliards de dollars. Donc, on remarque qu'il y a deux principales entreprises, à savoir Amazon et Alphabet, et d'autres entreprises, bien sûr, telles que Microsoft, etc. Concernant les pays africains les plus connectés en 2016, on a en tête de ces pays le Nigeria, ensuite l'Égypte, Kenya, l'Afrique du Sud, etc. Et bien sûr, plusieurs travaux théoriques montrent que l'investissement dans le capital humain génère des revenus futurs, tant publics que privés, en termes d'individus. Citant les travaux de Hauskrust en 1947 et Maslow, l'avènement de la théorie du capital humain, et bien sûr avec la citation de Jean Bodin qui est très très célèbre, « Il n'est de richesse que d'homme ». Donc là, ça va nous inciter au balbutiement à la notion de l'économie de savoir. Bien sûr, l'innovation, la recherche et le développement sont de plus en plus de mise. On revient aux travaux de Schumpeter, à savoir le progrès technique. Il a aussi invoqué l'entrepreneur innovateur, la conception d'un modèle linéaire de l'innovation, sachant que bien sûr l'innovation est le résultat de travaux de recherche et développement routiniers réalisés dans de grands laboratoires de recherche industrielle. On a une multiplication d'approches de l'innovation, citant le système national d'innovation de Freeman en 1987, le système social de l'innovation, les modèles fermés d'innovation de Schumpeter et les modèles ouverts, d'où on a le célèbre auteur qui est Chesbrough en 2003. Donc la question qui se pose, c'est quel modèle d'innovation concevoir? Actuellement, on se retrouve dans un environnement de partage et de compétitivité
La conception de l'innovation en mode fermé va être remise en cause par plusieurs auteurs. Selon Chesbrook, le modèle fermé par opposition à l'innovation ouverte ne peut donner des résultats pour une entreprise performante et compétitive. Donc, on a ici 4 facteurs d'érosion qui vont causer la fin du modèle fermé, commençant par une plus grande disponibilité et mobilité des travailleurs qualifiés, le développement considérable du marché du capital risque, l'existence d'options externes pour des idées rester utilisées, le développement des capacités de recherche et de développement des fleurs, et tout ça nous mène au fait de dire que les universités et les centres de formation produisent aussi chaque année des compétences nécessaires pour réaliser des travaux d'innovation et proposer de nouvelles idées aux entreprises. Donc là, on voit clairement la différence entre le modèle ouvert de l'innovation et le modèle fermé. On a ici la participation des innovations dans le processus de production au sein des entreprises et la différence avec la non-participation de l'innovation. Et je vous remercie. Merci, Madame Adra. Donc, je commencerai, j'essaie de terminer cette présentation par la définition de l'Open Innovation. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs modèles d'innovation, il y a plusieurs conceptions de l'innovation, il y a plusieurs approches. L'approche de l'Open Innovation permet d'utiliser des flux de connaissances entrantes et sortantes afin d'accélérer l'innovation, comme le dit Chesbrook. Et donc, cette accélération de l'innovation interne va pouvoir élargir l'utilisation de l'innovation au marché extérieur. C'est-à-dire que la conception de l'innovation en mode ouvert peut impacter positivement l'innovation pour les entreprises et pas le contraire. En mode fermé, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir conceptualiser, va pouvoir mettre en œuvre l'innovation en son sein, et ceci en totale autonomie. Par contre, si l'innovation est conçue en mode ouvert, c'est l'Open Innovation, ça veut dire que l'entreprise va pouvoir utiliser son réseau. Et là, c'est un point très important, c'est le réseautage de l'entreprise par rapport à la question de l'innovation. Elle va tirer profit, donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche win-win, ça veut dire tout le monde va gagner en mode ouvert. La problématique, dans quelle mesure l'approche de l'Open Innovation pourrait-elle constituer une réponse au dysfonctionnement des politiques nationales d'innovation en Afrique et constituer un tremplin vers le réseautage entre les entreprises africaines en la matière? C'est une question centrale, c'est une question très, très importante dans la mesure où aujourd'hui, l'Afrique a énormément de potentialités, a énormément de moyens lui permettant de sur l'innovation, sur les politiques d'innovation pour un développement économique et social des pays africains. On se pose la question suivante: comment l'approche Open Innovation peut-elle être au service des entreprises africaines pour propulser le processus d'innovation? Une deuxième question: quelles sont les capacités des entreprises et des États africains en matière de recherche et d'innovation? Et une troisième question: l'Afrique peut-elle espérer un développement économique et social par le biais de l'innovation, par le biais aussi de l'approche Open Innovation? On sait très bien, comme je vous l'ai dit, que nous avons énormément de potentialités. Le continent africain a énormément de potentialités et les lieux où pourrait être créée de la valeur sont énormes. Nous sommes dans un continent où les jeunes
font la plus grande partie de la population, nous sommes dans un continent où les indicateurs de croissance sont très prometteurs en Afrique subsaharienne, en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, et donc les potentialités sont très très prometteurs et laissent à ce que nos institutions qui se chargent de la promotion de l'innovation, et quand je dis les institutions sont plusieurs, les États, les entreprises, les banques, et ainsi de suite. Donc, toutes les parties prenantes qui sont concernées par la promotion, le développement et l'encouragement de l'innovation. Oui, il n'y a pas que la Chine qui se réveille, c'est déjà réveillé, mais aussi on parle aujourd'hui du réveil du continent africain. Et le réveil de ce continent-là pourrait être une bonne chose pour l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un continent où il y a des potentialités en termes de richesse naturelle, en termes de produits et de ressources énergétiques. Nous sommes dans un continent où les jeunes font la plus grande partie. Quand on dit jeunes, on dit nouvelles idées, nouvelles possibilités de développement, nouvelles manières de voir les choses, et donc nous avons tous les ingrédients pour que ce continent-là soit bien réveillé, surtout avec la prédominance des États qui sont là pour peut-être exploiter au maximum ces ressources-là. Comment l'innovation et comment l'open innovation peut-elle être un tremplin? Vous savez, ça veut dire un tremplin. Un tremplin, ça veut dire je fais un pas dans un tremplin pour sauter. Et donc, l'innovation ne peut pas être un facteur de développement économique et social, mais aussi et surtout, l'open innovation doit être et peut être un tremplin vers un développement. Ça veut dire nous faire gagner énormément d'années pour un développement économique. Quelles sont les idées phares? Alors, la première idée, il faut se baser sur l'homme. Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Jean Brodin, il dit que il n'est de richesse que d'hommes. Il faut se baser sur l'homme. On doit reconstituer l'homme. On doit donner plus d'importance à l'homme. Par quel biais? Par le biais de l'éducation. Et donc, si vous avez déjà vu un ouvrage célèbre de la Banque mondiale qui dit que l'homme est un facteur important du développement. Donc, à travers l'éducation. L'éducation pour le développement, l'intitulé du livre, l'éducation pour le développement. Et donc, on doit se baser sur l'éducation. La première, il faut miser sur l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, par rapport à l'innovation, on parle de toute la population qui doit être éduquée, pas uniquement une certaine partie. Et donc, il faut miser sur l'éducation. Ça, c'est la première des choses. Dans ce point-là, qui est l'éducation et la mise qu'on doit faire sur l'éducation, il faut bien évidemment miser sur l'université. L'université à travers l'enseignement
et aussi à travers la recherche scientifique. Quand on parle de l'université, c'est une locomotive du développement économique et social. Et donc, qui dit locomotive dit que l'université doit avoir une marge de manœuvre, elle doit avoir une autonomie pour pouvoir décider de la nature des formations qu'elle doit faire. Et d'un autre côté, par rapport aux recherches, par rapport à la recherche scientifique. Comme vous le savez, la recherche, elle est triple. Il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée et aussi il y a la recherche et développement. L'université doit se spécialiser surtout sur la recherche fondamentale. Pourquoi? Parce que la recherche fondamentale, elle est de longue haleine. Elle permet un investissement colossal que les entreprises ne peuvent pas. Et aujourd'hui, on a besoin de cette approche qui concerne... Oui. One more minute, please. Because merci. OK. Et donc, je termine par l'université, qui est un tremplin, qui est aussi une locomotive pour l'innovation. Les entreprises doivent être réseautées entre elles. L'État doit bien évidemment chercher à concevoir un modèle et un environnement favorable à l'open innovation afin de permettre aux entreprises dans le pays et par le réseautage entre les différents pays en Afrique d'avoir un environnement favorable pour une bonne politique d'innovation à travers l'approche Open Innovation. Pour ne pas tarder, je laisse le soin à ma collègue de prendre la parole. Merci pour votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Now, let's go to the third presentation of today. And I would like to invite Mrs. Jihane Chowai. Yes, I'm here. Welcome and welcome again, because I remember you were with us last year, isn't it? Yes. In the Spain version, yeah. Yes, so, okay. Happy to see you again then. Yeah, the pleasure is mine. So, do you see the screen? Yes. Now, the presentation mode, okay. Okay. So, hello everyone. My name is Jihane Chowai, currently a second-year PhD student. I'm here today on behalf of my colleagues to share our work on the subject, the resilience of small, medium, and large companies and the dynamism of employment in the era of COVID-19. So, the year 2020 has been a real difficulty for countries around the world to overcome. The objective was, and still is, to contain the spread of this pandemic, which collateral damage has been major, whether at the health, social, political, or economic level. Indeed, no organization, regardless of its size, has escaped the effects of the COVID-19 pandemic. In only a few months, companies were forced to adapt to this new lifestyle imposed by the lockdown, which accelerated the experimentation with the new organizational practices, and all that without having been prepared beforehand. So it constitutes a certain form of resilience. The gravity of the economic situation is also affecting unemployment, which has increased in the face of this pandemic. Except that this crisis could constitute a real opportunity, whether it is for companies or for job seekers. So the question that needs to be answered is therefore, how has the resilience of small, medium, and large companies manifested in the face of the COVID-19 pandemic in the African, Mediterranean, Europe axis? So in order to be able to provide an element of response to this problem, we will divide our subjects into two main axes, namely
the resilience of small, medium, and large companies, and the dynamism of employment in the era of the COVID-19 pandemic in the African Mediterranean Europe axis. So in the second axis, we will focus mostly on the African axis, but we will talk about the others eventually. So, first, associated with the material science, resilience is defined as the ability of a material to absorb energy when it deforms after being impacted. In psychology, this concept refers to a person's ability to flex and then regain a state of balance in the face of adversity. Throughout this work, we will focus on the resilience of businesses. Indeed, several factors can threaten the sustainability of a business. Changes to the legislation enforced, technological advances, collapse in demand, health crises such as the one we experienced in winter and spring 2020, and still experiencing till now. However, low resilience can sometimes prove fatal. So here we have the International Organization for Standardization. It provides guidance to enhance organizational resilience for any size or type of organization. It is not specific to any industry or sector. So the ISO gives a definition to this resilience as the ability of an organization to resist, absorb, recover, and adapt to disruptions impacting its business in a never-changing and increasingly complex environment, so it can achieve its goals, bounce back, and prosper, which is mostly the goal of any organization. So it is important for the resilient companies to see this crisis as an opportunity for good change, even if it is generated in bad circumstances. And as we can see, the lockdown initiated a new way of life, including new technologies in the first place. And the active planning of the technological future may help these resilient companies to overachieve their goals. And not only these resilient companies must include the new technologies, but also to adapt so they can meet quicker their challenges. We have also the establishment of clear and detailed strategies. And finally, a regular monitoring of new trends, so they can seek to understand the changes operating in their work. So let's move to the second axis. So we have here, first of all, I apologize for the graphs. They're not in English. I couldn't found one in English, so I put them here in French. So this figure depicts the company's responses to two main questions. The first one is how has your business operations been affected by the coronavirus pandemic? And the second one is in which country is your company located? So data collected from 2,198 companies in 121 countries. Only regions with more than 100 observations were included in this figure. So as the diagram clearly shows, Africa has not been spared from the COVID-19 pandemic. By mid-May 2020, all 54 countries on the continent had all reported cases. Demand for basic commodities has then declined. Tourism and air transport collapsed and local currencies depreciated. While discussions to mitigate the economic repercussions of the COVID-19 pandemic most often focus on the macroeconomics, the induced slowdown affects first and foremost the real economy, made up of companies and their employees, small businesses whose role is critical to the African economy. Are more likely to suffer than the large ones.
So with the limited resources to adapt to a rapidly changing environment, they are in fact more vulnerable. So the International Trade Center SME competitiveness shows that globally, 2/3 of micro and small enterprises have been significantly affected in their business and their activities. So in Africa, 2 out of 3 companies are severely impacted by the COVID-19 pandemic, against an average of 55% of respondents from other continents, confirming the fragility of the African private sector. So this crisis will have had multiple effects on the companies surveyed, some more significant than others. So a quarter of the respondents saw their turnover fall. African economic growth seemed to be feeling the full brunt of the coronavirus-related health crisis. So the most optimistic scenarios predicts a halving of growth compared to initial forecasts, while others predict a recession of up to around 2.6%, the worst in 25 years. So, in addition to these major economic setbacks, half of the respondents are facing supply disruptions, and half are experiencing cash flow difficulties due to the lockdown. Of course, this is followed by difficulties in exporting and lower investments for a quarter of the companies, to name but a few. So here we can clearly see that services remain at the forefront of the affected sectors. 8 out of 10 companies providing services recorded a drop in sales, compared with around 70% of companies in other sectors, due to its heavy reliance on the mobility of agents and their interactions. The service sector has seen its business decline as a result of protective measures put in place to fight the virus, such as border closures, total or partial containments, or even curfews, while bearing additional costs. So analysis also show that smaller companies have been further weakened. 8 out of 10 micro enterprises have seen their sales decline, compared to 72% for the larger ones. Conversely, some large companies, specifically 8% of them, managed to record increases in their sales compared to almost none of the micro enterprises, around 1%. So when the micro enterprises were spared, small firms were the hardest hit. 3/4 of micro enterprises faced cash flow problems, compared to 47% of large firms. Many of the companies could succumb to this 1 minute, crisis. please. Yeah, so I guess I will move to the conclusion. Here we can see how these companies are being resilient. So for the conclusion, here we have what they're planning to do in 2021. So companies focus on developing and executing plans. This works well if the causal relationship is predictable and unchanged. And the resilience implies that a business will survive the consequences of the unknown, the unstable, the unpredictable, and the unbelievable. So in the current model of corporate capitalism, each company is seen as an economic island that must be optimized individually. This simplifies management and control, but does not take into account the economic level. So here we see that there were some colossal losses, but also a good business resilience. So thank you for your attention. I hope it was instructive, and I will be waiting for your questions.
Thank you. Great, surely. Thank you very much, Jihan. Now it is the moment to present the next speaker, Jacques Aganse Bisimwa. I see you are connected, Aganse. Could you share your screen, please? Okay. Do you see the button to share your screen? Is the green one at the bottom of the screen? Hello, can you speak? Aganse Bisimwa, are you there? We cannot hear you. Please open your microphone. No. No, we don't hear you. I'm trying to share Now, my yes. screen. Okay, you see at the bottom of the screen, you have a green button. Yeah, I can see it. Okay, if you want, I can share my screen. Do you prefer like that? I can share my Sorry? screen if you cannot do it. With your presentation, I have your presentation and I can share my screen. Okay, please help me because I have an issue with sharing mine here. Yeah. Okay, do you see it now? Please go ahead. Allô, monsieur? Yeah, Monsieur, I can see the vous screen. pouvez commencer à parler et je vais passer l'écran. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la patience et la tolérance. Je suis participé à cette conférence et je vais présenter pour mon équipe. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, est-ce qu'il y a interférence? S'il vous plaît, could you try again, please? Répétez parce qu'il y a les voix, c'est pas clair. Commencez, s'il vous plaît. Ok, je vais présenter Non. les résultats des études qui apportent sur l'analyse de la... Non, monsieur, il y a un problème avec les voix. Il n'est pas clair. Could you try to find some headsets? Probably because there is sound. The sound is not good. There is an echo. Il y a des problèmes avec la voix. Nous n'écoutons pas bien. Alors, je pense que nous devons passer à la prochaine présentation parce que vous pouvez trouver some headsets pour parler bien. Est-ce que vous pouvez
trouvé ces choses? J'ai un problème de connexion, je ne suis pas capable de faire, je suis désolé. Okay, I think let's try to help. Let's try to help. Let's try to help him with the sound, and I think it's better if we go to the next presentation. I think next presentation, les effects de la pandémie COVID-19 sur les chaînes logistiques touristiques. This presenter is not here. I don't see her, but the other one, the next presentation, through will sign up. I see that you are here. You can please share your screen and share with us your research work. Monsieur Bisimwa, je vais s'il vous plaît, voir le chat. Je vais écrire là comment vous pouvons améliorer les voix de votre ordinateur. Ils vont, nous devons passer dans la prochaine présentation, et après ces présentations, vous pouvez recommencer avec votre présentation. OK? Merci. Okay, I invite Three Will sign up. Please, could you share your screen? Oui, je suis en train de la partager. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? No, I cannot see your screen. Do you see the green button on Yes. the? Okay, and you need to choose the screen that you would like to share. Okay. C'est bon? No, It's okay? no, No. we cannot see your screen. Okay. I try again. When you click in the Now? It's good? now we can see it. Okay. That's good? Okay, we can see it now. There is some problem with the resolution, but I think it is okay. Okay, go ahead. Thank you. Okay, thank you. Donc, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre organisation et la qualité de l'organisation de ce colloque. Et deuxièmement, je m'excuse pour ma voix parce que je suis un peu malade et j'espère que vous arrivez à m'entendre clairement. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous et de participer à la 3e conférence internationale d'Amenet. Je me présente, je suis Zrewi Zeynep, je suis doctorante à l'ENCG de Tanger, Université Abdulmalik Sadi, et je vais participer avec la présentation suivante intitulée « L'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur le secteur du tourisme au Maroc ». Donc, pour aborder ce sujet, je vais adopter le plan suivant. Introduction, le contexte marocain. Deuxièmement, impact de la crise sanitaire Covid-19 sur le secteur du tourisme au Maroc. Et dans le 3e point, les mesures prises par le gouvernement marocain pour sauver et pour assurer la relance du secteur. Et enfin, une conclusion. Donc, le Covid-19 poursuit son expansion dans le monde entier, engendrant des conséquences dramatiques, non seulement sur la vie humaine, mais aussi sur l'économie. Le tourisme mondial, frappé de plein fouet, évalue déjà ses pertes qui se chiffrent à des milliards de dollars. En effet, à l'instar de plusieurs pays au Maroc, ou bien au monde, le Maroc a reçu un coup très dur sur la situation économique et sociale à cause de la crise sanitaire Covid-19.
Cette situation qui était déjà fragile après une dernière décennie marquée par les faibles taux de croissance, ne dépassant pas une moyenne de 3,5%. Sur le plan social, le Maroc n'a pas été non plus prêt pour cette crise qui aura des conséquences qui se feront ressentir sur plusieurs années. La question qui se pose à ce stade, c'est quel est l'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur le secteur du tourisme au Maroc. Pour essayer à répondre à cette problématique, nous allons voir tout d'abord le contexte marocain. Donc, il y a des dates qui restent marquées et gravées dans la mémoire des Marocains. Il s'agit du 2 mars où le Maroc a enregistré le premier cas du coronavirus, de l'homme qui est venu de l'Italie et qui est testé positif au coronavirus. Après, le 16 mars 2020, Sa Majesté le roi Mohamed VI a déclaré la création d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus et pour aider les gens qui sont vraiment qui étaient fragilisés par cette crise. Également, le 20 mars 2020, le Maroc a déclaré la fermeture des frontières et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et en particulier le confinement. Suite aux fermetures de ces frontières et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et le confinement, des secteurs entiers pourvoyeurs d'emplois ont été quasiment à l'arrêt. Il s'agit bel et bien du secteur des services, de transport et logistique, de l'industrie automobile, du textile, l'artisanat, le commerce industriel, l'industrie aéronautique, le secteur du bâtiment, les travaux publics, ainsi que le secteur du tourisme qui était sérieusement affecté par la crise sanitaire actuelle. En effet, l'impact de la crise du coronavirus sur le tourisme au Maroc. La crise sanitaire actuelle a sérieusement affecté le secteur du tourisme et à l'heure de la fermeture des frontières, le royaume marocain et la suspension des vols, l'activité touristique s'est subitement arrêtée. Selon les estimations de la Confédération nationale du tourisme, l'impact actuel serait déjà de 33 milliards de dirhams, ça veut dire 3 milliards d'euros de pertes, de 8 500 entreprises menacées et de 500 000 emplois perdus. En effet, dernières statistiques de la Direction des études et des prévisions financières ont montré que le secteur touristique a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 7% au premier trimestre 2020, après une hausse de 2,9% il y a une année. Malgré le déconfinement, le secteur du tourisme continue d'afficher des retraits importants au niveau de ses recettes et s'avère que celles-ci ont cumulé une baisse de 71,7% au titre du deuxième trimestre 2020, soit une perte de 11,1 milliards de dirhams au terme des 6 premiers mois de 2020. Ce recul est de 33,2% par rapport à l'année dernière. Selon également la Direction des études et de prévisions financières, le nombre des arrivées touristiques s'est replié de 63% à fin juin 2020 et celui des nuits réalisées dans les établissements d'hébergement classés de 59%. Pour le mois de juin, le nombre des nuitées réalisées s'est établi à 68,19 en retrait de 97% en une année, expliquant les analystes également de la DEPF. Selon la note de conjoncture de la DEPF, au Maroc, l'impact estimé de cette crise pour l'année 2020 relève d'une baisse de 69% pour les arrivées touristiques, de 60% pour les recettes en devises et d'environ 50% de pertes d'emploi. Par ailleurs, le Maroc a entrepris une série de mesures pour atténuer les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme et plusieurs mesures de relance ont été prises en compte. Sur le plan intérieur, le Maroc a prenez des mesures qui visent l'augmentation du nombre des nuitées hôtelières venant des touristes marocains. Ça veut dire l'encouragement du tourisme interne. Également, la proposition des offres et produits touristiques adaptés aux coutumes et traditions et aux habitudes de consommation locaux dans le cadre du programme Biladi, Mon Pays.
Également, la création des stations touristiques homogènes en termes de produits touristiques répondant aux aspirations et aux habitudes des touristes nationaux. Également, des mesures ont été prises sur le plan extérieur et qui visent le renforcement du rôle des plateformes numériques dans la commercialisation de la destination Maroc, l'amélioration de la compétitivité des services aériens, également la signature des coopératives avec les pays exportateurs de touristes et partenariats stratégiques avec compagnies aériennes, également l'amélioration du climat des affaires en attirant les investissements locaux et étrangers destinés au secteur touristique. Par ailleurs, un contrat programme a été signé le 3 août 2020 au profit du secteur, alliant les acteurs privés et publics au niveau national et régional afin de retrouver les performances d'avant-crise. Dans ce contrat, l'État est représenté par le ministère de l'économie et des finances, de la réforme de l'administration, le ministère du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, également le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle. Le secteur privé est également représenté par la Confédération nationale du tourisme, le groupement professionnel des banques du Maroc. Ce contrat programme regroupe des mesures conçues autour de 3 idées fondamentales, à savoir le maintien des emplois et la préservation du tissu économique, la stimulation de la demande, également la transformation structurelle du secteur. Ce programme couvre la période entre 2020 et 2022 à travers 21 mesures qui permettront au secteur notamment de préserver le tissu économique, maintenir les emplois et le revenu des employés, garantir l'accès à la couverture sociale pour l'ensemble des acteurs du secteur, renforcer la résilience et faciliter la reprise d'activité. Également, il vise le soutien économique et financier du secteur pour la relance, la stimulation de l'investissement et de la transformation de l'outil de production et également de poser les bases d'une transformation durable du tourisme au Maroc et également la réduction du poids de l'informel. En guise de conclusion. Sorry, just one moment, please, because I cannot see your screen. I cannot see your screen anymore. So okay, now it appeared. Okay, well, I couldn't read it very well, but we were following you your presentation. If you would like to make some last remarks and conclusion, please. Thank you. Okay. Donc, en guise de conclusion, on peut dire qu'il est difficile de se projeter dans cette nouvelle économie et on affirme qu'il est encore trop tôt pour estimer précisément les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme ainsi que l'ampleur de la crise économique. Mais ceci est certain, c'est qu'il est difficile de remédier cette situation post-corona qui bouleverse notre manière de gérer les choses et d'appréhender notre avenir, spécialement en ce qui concerne le secteur du tourisme. Et merci pour votre attention et soyez les bienvenus au Maroc. Thank you very much for your presentation. Well, now we are still waiting for Jacques Aganse Bisinwa, that probably he had some connection problems. And now it will be the moment to present the last speakers, Raquel Barras y David Garcia Cantalapiedra, but I cannot see them here. I think they are connecting right now. I would like to invite the participants and the speakers that are here to share some comments or questions about the presentations, the presentation that we have been seeing in the before. Would you like to intervene, or do you have some comments or questions in order to wait for the last presenters? Hello, some comments? I don't know if some of you know Raquel Barras y David García Cantalapiedra.
Hello, some comments or questions, please? So personally, I don't have any. Would So you like to add some last remarks regarding your presentation? That sorry, I had to cut you off. no, it's okay. I took longer than I should. So no, I don't have any remarks to add. I hope it was clear enough for you. Yes, surely. If other participants here would like to add something, please. Well, I just want, hello? Yes, we can I hear just want to congratulate the participants. The topics are very interesting, especially the presentation about innovation. I liked it very much, but all of the presentations, they bring insights that are very important, and we can share experiences from different countries, especially how the enterprises are facing this scenario, this pandemic scenario. And it diversifies, like in Cape Verde, because we have a small country, we feel deeply the effects of this pandemic. Morocco, I think, because they are strong in tourism, I think they feel the same. Yes, that's it. Thank you. Yes, and I have here a question for you, Arlinda. Yes. Because we are very familiar with your country, and we have been. Yes, we are in Canary Island. Myself, Okay, yes, and it's we are. Right. Yes, in the Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yes. We have many projects, cooperation projects with your country, Yes. and precisely in the tourism sectors. This is my research area. Now I would like to ask you: do you have some knowledge or information about specific actions that are being put in place by the tourism firms, by the enterprises, in order to modify, to restart, to change themselves in their business focus? Okay. Do you have some example that you would like to share with us, for example? From what because now I'm not there. I'm in Lisbon, Portugal, because I'm studying my PhD. But from what I see in the television and in the newspapers, they are having a lot of meetings, like the Bureau, the Cameras of Tourism. They are having meetings to try to discuss how to solve the problems in the sector. They fight to reopen the country against a lot of voices. Now we have tourists coming to Sal and Boa Vista, are the most important islands in terms of tourism. But actually, I think the only solution they are looking, they can put in place now is reopen for tourism, because we have a few cases of COVID-19 there. So it doesn't justify to close the country for tourists. Yeah, tourists, that's it. Yes. Yes, thank you. Also, for example, you mentioned that the support of the government was not
enough, was It's not not enough, enough, not enough. to keep them alive. Yes, And yes. my question is, Mhm. now in this new open Mhm. to the tourism sector, is there a specific support for the Yes, tourism the experience? tourism. Okay. What Yes, type of support? the credit lines, they continue. The taxes, we have the indirect tax, the firms that have to pay every month. I think they suspend that. And the Tourism Bureau, they were negotiating with the government to stop paying taxes during a period to help them in the restarting process. Many is this kind of measures we have there. And also we have the, I think through the international organization, European Union, yes, we have the European Union that supports Cape Verdean government. I think they have a special financing line for tourism. We have the support of the Luxembourg, yes, government. It's this kind of measures we have, like micro measures. Yes, it's off. Sorry. Yes. Then the same questions for Zainab. For the Thank case you. of thank you. For the case of Morocco, what type of support are receiving the tourism enterprises in the new perspectives or plans to open the country to tourism? D'accord. Donc, le Maroc a reçu vraiment un coup très dur avec cette crise sanitaire de Covid-19 et plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Surtout que le Maroc compte beaucoup sur le secteur du tourisme et l'économie marocaine compte beaucoup sur le secteur du tourisme. Donc, la crise de Covid-19 a vraiment des percussions énormes sur la vie de plusieurs familles, de plusieurs personnes. Et le gouvernement marocain a essayé de prendre plusieurs mesures pour faire face à cette situation, espérant que ça sera bénéfique et qu'il y aura des résultats positifs au futur jours. Espérons. On espère bien. Okay, thank you. And do you have some examples of new innovative services or competitive advantage that tourism enterprises in Morocco can adopt, the lessons learned from this pandemic to restart their tourism products in a more sustainable way? Oui, le secteur du tourisme au Maroc met l'accent sur les relations extérieures et le tourisme externe. Donc, la leçon que le secteur du tourisme a tirée de cette pandémie du Covid-19, c'est qu'on doit valoriser le secteur de tourisme ou bien motiver le tourisme interne. Par exemple, nous les Marocains, lorsqu'on veut passer un congé au Maroc, it's expensive par rapport si on va passer un séjour à l'étranger, par exemple. Donc, on trouve qu'il y a vraiment une grande différence entre le pouvoir d'achat du citoyen marocain et les services proposés par les entreprises de tourisme. Donc, cette crise je pense que vraiment les gens qui travaillent dans ce secteur, ils vont réorienter leur stratégie et mettre l'accent et valoriser également le tourisme interne et inciter les citoyens marocains à
déplacer localement au Maroc et à visiter les différentes villes et partir aux hôtels. Donc, c'est pour nous les Marocains d'avoir ou bien de passer une nuitée dans un hôtel, c'est très cher par rapport à l'étranger. Donc, je pense qu'ils vont prendre en considération cela au futur. C'est Yes. parmi les leçons tirées de cette crise. Yes. Thank you very much. Welcome. Well, if there are more comments here, is somebody that would like to add last remarks? We are where we have news. Unfortunately, we have the last presenters, Raquel Barras and David Garcia, and the fifth presenter, Gita, are informing us that they are sick, so they cannot participate. So we wish them a quick recovery. I see we have a new participant, which is Carmen Nieto. Welcome. But we are about to finalize this session. There are some last comments, please, or remarks that you would like to add. Okay, so well, thank you very much for sharing your research works. We wish you a very success future of your research, and we hope to see you again next year in this AMENET conference to see the progress of your research works. I will finalize this session because the next session is in the same link, but we cannot stay here, so I finalize and you can use the link to connect again. It starts in 25 minutes, but it is planned that all sessions will be open 20 minutes before the time that appear in the program, so that presenters can try to share the screen and make some tests. Okay, thank you very much. Have a nice afternoon. See you very soon. Thank you very much. And remember that we have the closing session at what time it is? At 4:30 Accra local time. We have the closing session. Okay, we hope to see you again. Thank Bye. you. Bye.